Quelqu'un disait, le passé est l'oracle de l'avenir et l'avenir est un interminable passé. Voici une citation que je vous invite à examiner, à jauger, à contempler avec soin et attention jusqu'à la fin de notre exposé sur les modélisations mathématiques et leur champ d'application dans le secteur de la santé. Le passé est l'oracle de l'avenir et l'avenir est un interminable passé. Dans tout ce qui suit, je vous invite à considérer la modélisation mathématique non seulement comme un outil technique, descriptif, analytique, plus ou moins prédictif, mais aussi comme une extension de notre compréhension collective du monde, façonnée par notre histoire, par nos connaissances accumulées, contextualisées, par notre ambition de mieux naviguer dans notre présent et de mieux planifier notre avenir, par notre souci permanent de donner un sens à la vie. Car ceci, nous allons le voir, nous allons le vérifier, est particulièrement vrai dans le domaine des sciences de la santé. En réalité, il s'agit non seulement d'une invitation à conférer aux modélisations mathématiques une perspective philosophique, humaine, sociale, mais aussi d'une invitation à les gratifier d'un sens pragmatique qui tient compte des réalités pratiques, des leçons du passé, tout en exploitant les contours de leur périmètre spéculatif et sans perdre de vue les limites auxquelles nous réduisent nos propres perceptions ainsi que les schémas et les représentations que l'on se fait du monde. Car qui dit modélisation dit réflexion, dit observation, dit discernement et interprétation, dit conceptualisation, incertitude, hypothèse et spéculation. Modéliser mathématiquement la santé, c'est avant tout entreprendre de déchiffrer les enseignements, les avertissements, les énigmes portées par les voies du savoir et les hisser méthodiquement vers un univers probabiliste, plus ou moins valable, mais souvent, il faut en être bien conscient, significativement réducteur et donc nécessairement améliorable. En ce sens, les modélisations mathématiques en santé peuvent être assimilées à des construits modulables, dynamiques, évolutifs, qui permettent de simplifier, d'abstraire et de formaliser la réalité complexe des systèmes de santé, des systèmes biologiques, des systèmes sociaux ou encore environnementaux. Ces représentations simplifiées ne sont donc pas parfaites. Elles ne peuvent pas capturer toutes les nuances du monde réel, elles sont sujettes à des biais, les hypothèses et les données utilisées pour construire le modèle influencent ces résultats, et puis elles doivent être validées, testées et comparées. Cela dit, les modélisations mathématiques en santé sont et resteront des outils puissants, indispensables pour améliorer la compréhension et la gestion des conditions et des problèmes de santé. Pour mieux comprendre l'importance des modélisations mathématiques en santé, nous allons introduire quelques scénarios fictifs. Premier scénario, imaginez un instant que vous vous réveillez un jour de bon matin et qu'au lieu de vous retrouver dans votre lit, bien au chaud, vous vous retrouviez transporté à Tanger en l'an 1349, une époque où la peste noire, cette pandémie dévastatrice originaire d'Asie centrale, commence à frapper aux portes de votre ville. Depuis 1347, cette maladie ravage le monde connu. Partout où elle est passée, elle n'a laissé que pure désolation. En 2 ans, elle a fait plus de victimes que les deux grandes guerres mondiales du début du XXe siècle, emportant entre 30 et 60% de la population européenne, africaine, asiatique et entraînant des bouleversements démographiques, politiques, économiques et sociaux sans précédent. Vous vous rappelez les mots d'Ibn Khaldoun, un des plus grands penseurs de son époque, qui résonnent à vos oreilles avec une acuité terrifiante, décrivant une civilisation au bord de l'effondrement où les terres cultivables se désertifient, les villes se vident de leurs habitants et le tissu même de la société se délite, se désintègre sous le poids de la maladie. Un cataclysme sans commune mesure, une tragédie gigantesque, écrasante, inimaginable.
Et donc, vous êtes là, vous vous réveillez à Tanger en 1349 et vous observez avec une inquiétude croissante les premiers signes de cette maladie mortelle imparable se propager autour de vous. Les populations locales sont déjà affaiblies par des sécheresses, des famines, des guerres incessantes. Les enfants comme les adultes n'ont aucune immunité contre cette nouvelle maladie. Bien sûr, tout ceci n'est qu'un scénario fictif, mais imaginez quand même que face à une telle crise imminente, vous deviez agir. Comment feriez-vous? Quels outils auriez-vous employés si vous en disposiez pour prédire, pour anticiper la propagation de la peste noire à Tanger et au-delà, dans le reste de la région, dans le reste du monde? Quels facteurs auriez-vous pris en compte pour rendre vos prédictions aussi précises que possible face à l'incertitude? En l'absence de traitement et avec les ressources limitées de cette époque, quel scénario auriez-vous envisagé? Quelles décisions auriez-vous prises? Quelles stratégies auriez-vous mises en œuvre pour limiter l'impact de la pandémie? Comment auriez-vous équilibré les interventions sanitaires avec les nécessités économiques, sociales, avec les valeurs religieuses, morales et éthiques, face à une maladie dont les modes de transmission et les taux de mortalité ne sont pas entièrement compris? Comment auriez-vous tenté de pronostiquer, de prévenir en quelque sorte, de contrôler les répercussions à long terme de la pandémie sur la structure démographique, économique et sociale de Tanger et des régions environnantes? En vous invitant à réfléchir à ces questions, je vous invite bien sûr à explorer non seulement les champs d'application potentiels des modèles mathématiques dans le passé, mais aussi leur importance cruciale dans la gestion des crises sanitaires contemporaines et même futures. En vous demandant de vous substituer aux décideurs de Tanger en 1349, vous comprendrez bien entendu aisément comment, même face à l'immensité de l'incertitude et du danger, les outils de modélisation mathématique peuvent fournir des insights précieux pour informer sur des bases probantes les décisions cliniques, sanitaires, économiques, environnementales, et surtout pour formuler, pour orienter de manière rationnelle, méthodique, acceptable les choix stratégiques et politiques. Revenons maintenant au temps moderne et imaginons que cette fois-ci, vous vous réveillez non pas en 1349 à Tanger, mais 600 ans plus tard, en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale au New Jersey aux États-Unis. Ce choix ne vous dit peut-être rien, mais dans les faits, l'année 1943 a marqué un tournant historique pour la médecine contemporaine avec la découverte d'un nouvel antibiotique, la streptomycine, une vraie révolution étant donné que cette molécule était le premier remède réellement efficace contre la tuberculose, le choléra et la peste, des maladies des plus meurtrières qui ravageaient l'humanité depuis la nuit des temps. Cette découverte, qui a par la suite été honorée par un prix Nobel de médecine, n'a pourtant pas été sans difficulté. À cette époque, Albert Schatz dormait chaque jour sur un banc en bois dans son laboratoire. Un laboratoire improvisé où il traçait une ligne horizontale avec un crayon rouge sur les flacons qu'il utilisait pour la distillation. Si le liquide s'évaporait jusqu'à la marque rouge pendant son sommeil, le gardien de nuit le réveillait pour qu'il rajoute du liquide. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, en pleine période de rationnement. Il devait recycler les solvants organiques qu'il utilisait et assumer les risques sanitaires mortels associés à la manipulation de germes hautement dangereux. Il travaillait jour et nuit pour produire cette streptomycine révolutionnaire sans garantie de résultat, mais aussi et surtout sans garantie d'efficacité et sans garantie d'innocuité. Car en supposant que cette streptomycine hypothétique puisse être isolée avec succès, il était encore nécessaire d'effectuer des tests de toxicité, des tests in vivo, ce qui prenait un temps considérable avec à chaque étape le risque de voir le projet de développement du médicament échouer. Et aujourd'hui encore, le développement de nouveaux médicaments est confronté, ralenti considérablement par un ensemble de défis. Imaginez maintenant que face aux menaces sanitaires disproportionnées des années 1940, en cette période de troubles de guerre et d'épidémies meurtrières, vous deviez agir. Comment feriez-vous?
Quels outils auriez-vous utilisés pour identifier des médicaments prometteurs, pour accélérer l'exploration des interactions et des cibles biologiques au niveau moléculaire, pour prédire avec précision l'efficacité, même les effets secondaires potentiels sur le corps humain avant même les premiers essais cliniques? Qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous fait pour optimiser les indications thérapeutiques, les dosages, les posologies, pour obtenir des résultats probants plus rapidement avec le plus de garanties possible? Quels moyens auriez-vous mis en œuvre pour optimiser les coûts de développement et de recherche de votre médicament depuis la phase de sa conception initiale et jusqu'à son entrée sur le marché? Comment auriez-vous géré les questions éthiques extrêmement sensibles comme le prix de mise sur le marché, comme l'accès des populations vulnérables aux traitements innovants, comme l'équité dans la distribution mondiale de ces ressources de santé? En posant ces questions, je vous invite non seulement à explorer l'impact potentiel qu'auraient pu avoir les modèles mathématiques sur les découvertes médicales passées, mais aussi à imaginer le potentiel transformationnel de ces outils pour accélérer les percées médicales, optimiser les processus de recherche et développement et aborder des questions éthiques complexes liées à l'accès à la distribution des traitements innovants. En définitive, je vous invite à essayer de visualiser comment une meilleure intégration des mathématiques dans le domaine de la santé pourrait façonner l'avenir de la médecine et de la santé publique de manière éthique, de manière équitable et révolutionner notre capacité à répondre aux défis sanitaires contemporains et futurs. Pour notre troisième et dernier scénario, vous voilà maintenant en France, à Paris, en l'an 1965, quelques années avant les événements historiques du printemps français de mai 1968. En 1965, la ville est au creuset d'un changement sanitaire qui va bouleverser le paysage démographique, social, culturel du pays. Je m'explique. Le débat porte sur la contraception. Cette question est sur toutes les lèvres. Elle enflamme aussi bien les sphères publiques que privées. La pilule contraceptive, déjà un symbole de liberté dans d'autres parties du monde, n'est pas encore légalement accessible aux femmes françaises et prend une signification hautement politique. Aujourd'hui, la contraception est légale dans la plupart des pays du monde et cela nous semble tout à fait naturel de planifier l'avenir de nos familles. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À cette époque, en France, le gouvernement de la Ve République, nouvellement instauré, s'en parle sous Charles de Gaulle de cette question brûlante et ce, juste avant les élections présidentielle. Une commission spécialisée est alors créée par le ministre français de la Santé de l'époque pour se prononcer sur les moyens de contraception. Au final, pour les amoureux de l'histoire, la pilule contraceptive sera légalisée par la loi Neuwirth qui sera promulguée en 1967, mais cette dernière n'entrera en vigueur que quelques années plus tard, en 72, et ne sera effective qu'à partir de 73 avec l'émission des premières autorisations de mise sur le marché de médicaments contraceptifs, soit 7 années après la création de la commission. Il s'en sera fallu 3 présidents français pour que la pilule contraceptive entre réellement dans les mœurs françaises. Imaginez maintenant que vous êtes un décideur en santé publique à cette époque critique et que vous deviez faire face à une société divisée. D'un côté, il y a une pression croissante pour la modernisation des droits des femmes et leur autonomie, et de l'autre, des préoccupations éthiques, morales, religieuses, politiques, profondément ancrées dans la société, le tout dans un contexte où la position de l'Église catholique, traditionnellement opposée à la contraception artificielle et qui a récemment réaffirmé son opposition, est mise au défi par des mutations sous-jacentes
profonde et une jeunesse française potentiellement révolutionnaire. Comment auriez-vous utilisé les outils modernes de modélisation mathématique, si vous en aviez disposé à l'époque, pour prédire l'impact potentiel de la pilule contraceptive sur la santé publique, sur les structures familiales, sur la dynamique démographique, sur l'autonomie des femmes en France? Quels outils auriez-vous utilisés pour prédire, pour anticiper les retombées économiques d'un accès généralisé à la contraception, y compris les coûts pour le système de santé? Quelle méthodologie scientifique auriez-vous adopté et quels moyens techniques auriez-vous employés pour aider à concevoir des politiques qui intègrent une diversité de dimensions culturelles, éthiques, morales, religieuses, tout en améliorant l'accès à une meilleure santé collective? Comment auriez-vous procédé pour intégrer les diverses perspectives des parties prenantes, depuis les médecins jusqu'aux groupes religieux et conservateurs, en passant par la jeunesse progressiste et les acteurs réactionnaires, pour parvenir à une politique de santé publique, voire même une politique d'État équilibrée? Car si l'on parle ici avant tout de santé de contraception, on parle aussi de liberté individuelle et collective, de religion et de laïcité, d'étatisme, de libéralisme, de conservatisme, de progressisme, le tout dans un contexte idéologique marqué par une tradition républicaine en crise d'identité et de valeurs, un contexte où l'intérêt général se situe quelque part entre la science, les convictions personnelles les plus diverses et des siècles de doctrines religieuses. En somme, par cette représentation, je vous invite à imaginer comment, en intégrant mathématiques et santé, vous pourriez naviguer en tant que décideur politique dans des paysages complexes où la science et la santé et la société sont en pleine négociation. Comment vous pourriez éclairer le débat public et informer des opinions politiques et sanitaires souvent complexes, incertaines et controversées, en fournissant une base quantitative, factuelle, objective pour promouvoir la santé et le bien-être tout en respectant la diversité des opinions et des croyances. Passons maintenant aux fondements théoriques des modélisations mathématiques en santé. Ces derniers reposent sur une variété de méthodes et d'approches qui permettent aux chercheurs et aux décideurs de naviguer dans la complexité des systèmes de santé et d'aborder des questions allant de la prévision de la propagation des maladies au développement de méthodes innovantes de diagnostic et de traitement et jusqu'à l'évaluation et l'élaboration des politiques de santé publique. La sélection et la combinaison des méthodes appropriées dépend des objectifs spécifiques de l'étude, de la nature des données disponibles et de la complexité du phénomène de santé à modéliser. Il n'y a pas de manière universelle de rassembler ces fondements théoriques, mais pour les besoins de cet exposé, nous adopterons la catégorisation suivante. Premièrement, les modèles déterministes fournissent des résultats prévisibles et constants à partir d'un ensemble donné d'entrée. Ils sont par exemple utilisés dans la modélisation de la progression des maladies, où les relations causales et les dynamiques de transmission et d'évolution sont bien comprises et où l'incertitude est minimale. Les modèles déterministes en santé fonctionnent un peu comme des recettes de cuisine très précises, où chaque ingrédient et chaque étape produisent un résultat spécifique et prévisible, sans place pour le hasard. Dans ces modèles, si vous commencez avec les mêmes conditions initiales et suivez les mêmes règles ou équations, vous obtiendrez toujours le même résultat à chaque fois. Cela les rend particulièrement utiles pour comprendre des processus où l'incertitude est faible ou peut être négligée. Les modèles non déterministes ou stochastiques intègrent l'aléatoire et l'incertitude dans les prédictions. Ils reflètent le fait que dans la vraie vie, beaucoup de processus ne se déroulent pas de manière totalement prévisible. Contrairement aux modèles déterministes, qui donnent le même résultat à chaque fois pour un ensemble donné de conditions initiales, les modèles stochastiques utilisent des probabilités pour représenter l'incertitude et prédire une gamme de résultats possibles plutôt qu'un seul résultat. Ils peuvent par exemple simuler comment une épidémie peut se propager dans une population en tenant compte de la probabilité aléatoire de transmission de la maladie entre individus, de la probabilité de réponse des patients atteints par la maladie au traitement envisagé ou encore de la probabilité de mutation de l'agent pathogène.
Les méthodes quantitatives se concentrent sur la collecte et l'analyse de données numériques pour quantifier les relations entre variables et tester des hypothèses spécifiques. Elles utilisent souvent des outils statistiques pour évaluer les patterns, les tendances, les corrélations. Elles permettent une analyse objective et l'extrapolation des résultats à des populations plus larges, mais elles peuvent manquer de profondeur dans la compréhension des phénomènes étudiés et ne capturent pas toujours leur complexité. Les méthodes qualitatives explorent les aspects non numériques de la santé, tels que les expériences vécues, les attitudes, les perceptions. Elles utilisent des données recueillies à travers des entretiens, des groupes de discussion ou des observations pour développer une compréhension profonde et détaillée des phénomènes, des contextes, des significations, des symboliques, des expériences étudiées. Toutefois, leurs résultats sont moins faciles à généraliser. Les méthodes paramétriques supposent que les données suivent une distribution connue, souvent en médecine une distribution normale ou gaussienne. Ces méthodes sont basées sur des hypothèses spécifiques concernant les paramètres de la population, comme la moyenne et l'écart type, à partir desquels les données sont tirées. Lorsque les hypothèses sont respectées, les méthodes paramétriques sont généralement plus puissantes, fournissent des estimations plus précises et permettent l'inférence statistique et la comparaison entre groupes grâce à des modèles mathématiques bien définis. Ces modèles ont des applications larges en médecine pour analyser par exemple les résultats des essais cliniques ou pour estimer les associations entre les facteurs de risque et les problèmes de santé. Les méthodes non paramétriques ne font pas d'hypothèses spécifiques sur la forme de la distribution des données. C'est là toute la différence. Ces méthodes sont plus flexibles et peuvent être utilisées lorsque les conditions requises par les méthodes paramétriques ne sont pas remplies. Elles sont par exemple utiles pour analyser certaines données qualitatives, comme les scores de satisfaction des patients, ou bien certaines données de survie lorsque les distributions des temps jusqu'à un événement sont inconnues ou biaisées par la censure. J'ouvre ici une parenthèse pour parler un petit peu de l'analyse des queues de distribution qui se concentre sur le comportement des extrémités d'une distribution de probabilité où se trouvent souvent les valeurs extrêmes. Ce genre d'analyse est important dans les études de risque comme l'évaluation de la probabilité d'événements rares mais catastrophiques comme des complications médicales graves et peu fréquentes ou l'impact de valeurs extrêmes sur les estimations de risque. Les modèles compartimentaux divisent la population en catégories ou compartiments basés sur leur état par rapport à une maladie, par exemple susceptible, infecté, guéri. Les individus peuvent transiter entre les compartiments en fonction du temps et des interventions. Ces modèles sont largement utilisés pour simuler la propagation des maladies infectieuses et évaluer l'impact potentiel des stratégies de prévention et de contrôle comme la vaccination, le port de masque, le confinement, la quarantaine. Le modèle en 3 compartiments, SIR, susceptible, infecté, guéri, est un exemple classique utilisé pour prédire l'évolution future d'une épidémie et guider les décisions de santé publique. Pour formaliser mathématiquement les transitions entre les 3 compartiments SI et R, le modèle s'appuie sur des équations différentielles qui décrivent comment le nombre d'individus dans chaque compartiment change au fil du temps en fonction de paramètres tels que les taux de transmission, de guérison ou de mortalité. L'un des paramètres clés dans ce genre de modèle est le R0, ou taux de reproduction de base, qui mesure le nombre moyen de cas secondaires produits par un cas infecté dans une population entièrement susceptible. Un R0 supérieur à 1 indique que l'épidémie va s'étendre, tandis qu'un R0 inférieur à 1 suggère que l'épidémie va diminuer. En théorie, vous pouvez introduire autant de compartiments que vous voulez. Les modèles spatiaux intègrent l'espace géographique dans l'analyse de la question étudiée. Ils sont très utiles pour analyser les déterminants sociaux et environnementaux de la santé et planifier la distribution spatiale des ressources médicales. Les modèles de diffusion spatiale peuvent prédire, par exemple, comment une maladie comme le Zika ou la COVID-19 se propage entre les villes ou les régions en fonction de la mobilité des populations, de certains vecteurs comme les moustiques et de l'interaction entre zones géographiques. Les modèles de réseau, quant à eux,
permettent de représenter et d'analyser les relations et les interactions entre différents acteurs ou entités dans le système de santé. Ces acteurs peuvent être des individus, des groupes, des institutions ou même des agents pathogènes. L'utilisation de modèles de réseau permet de comprendre la complexité des systèmes de santé, de la propagation des maladies à la collaboration scientifique, en passant par l'organisation des soins. Ces modèles permettent par exemple d'étudier la propagation des maladies infectieuses au sein des populations en analysant les comportements individuels, les flux d'informations sur les réseaux sociaux, en identifiant des agents superpropagateurs ou en évaluant l'impact des mesures de santé publique sur la transmission. Les modèles de réseau offrent une perspective précieuse sur les dynamiques de santé, mais leur construction nécessite souvent des données détaillées sur les relations et les interactions, ce qui peut être difficile à obtenir. De même, l'analyse de grands réseaux peut être complexe et exigeante en termes de calcul, nécessitant l'utilisation de matériel et de logiciels spécialisés et surtout de compétences pointues en modélisation. Les approches basées sur l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning offrent des outils puissants pour révolutionner la santé avec le potentiel d'améliorer les soins, de réduire les coûts, de faciliter les découvertes scientifiques et surtout d'offrir des capacités d'analyse et de prédiction sans précédent. L'intelligence artificielle englobe des systèmes capables de réaliser à travers des algorithmes des tâches qui nécessiteraient normalement l'intelligence humaine, comme la prise de décision, la reconnaissance de motifs et le langage naturel. Elle peut être utilisée, par exemple, pour automatiser le diagnostic en analysant des images médicales, pour détecter des anomalies, pour personnaliser les traitements, pour améliorer la gestion des soins. Le machine learning est une sous-catégorie de l'IA qui apprend des données existantes pour faire des prédictions ou prendre des décisions sans être explicitement programmé pour chaque tâche. Il peut par exemple identifier des patterns dans de vastes ensembles de données cliniques, aider à prédire les risques de maladie ou optimiser les schémas thérapeutiques. Le deep learning est un type avancé de machine learning basé sur des réseaux de neurones artificiels notamment avec de nombreuses couches. Ces modèles peuvent apprendre des représentations complexes de données à travers de multiples niveaux d'abstraction. Ils peuvent par exemple exceller dans l'analyse d'images médicales comme la détection de cancers sur des mammographies ou dans le traitement du langage naturel pour analyser des dossiers de santé électronique. Ces technologies permettent une médecine plus personnalisée, plus prédictive, plus préventive et moins coûteuse, embrassant de larges ensembles de données. Cependant, leur performance dépend fortement de la quantité, de la qualité et de la diversité des données d'entraînement. De plus, ces modèles, en particulier ceux basés sur le deep learning, peuvent devenir des boîtes noires, rendant difficile la compréhension de leur fonctionnement interne et de leurs décisions. Enfin, la collecte, le partage et l'utilisation des informations de santé doivent respecter les principes de confidentialité, de sécurité et de protection des données. Les systèmes dynamiques. Les systèmes dynamiques représentent des ensembles de variables interdépendantes qui évoluent au cours du temps selon des règles définies. Imaginez que la santé d'une population soit comme une grande rivière qui coule. Cette rivière peut changer de cours, s'accélérer ou même déborder par endroits en fonction de divers facteurs comme le temps qu'il fait ou le paysage qu'elle traverse. La théorie des systèmes dynamiques en santé, c'est comme avoir une carte et des outils pour prédire comment cette rivière va se comporter dans le futur et comprendre comment on peut influencer son cours de manière bénéfique. Même si la rivière semble suivre un chemin simple, elle peut être influencée par beaucoup de petits facteurs complexes. Ces modèles nous aident à comprendre et à naviguer dans cette complexité. Ils nous permettent par exemple de prédire la propagation des maladies et d'évaluer l'impact potentiel des interventions de santé publique, comme la vaccination ou la mise en quarantaine. Ils nous permettent de modéliser comment les médicaments sont absorbés, distribués, métabolisés et excrétés par l'organisme à partir de fonctions différentielles et de l'analyse de stabilité. Ils peuvent également nous permettre de simuler l'évolution de la demande en services de santé et d'optimiser l'allocation des ressources. La théorie des jeux.
C'est une branche des mathématiques et de l'économie qui étudie les stratégies utilisées par des individus appelés joueurs dans ce contexte lorsqu'ils prennent des décisions dans des situations où le résultat dépend non seulement de leurs propres choix, mais aussi des choix des autres. La théorie des jeux appliquée à la santé est comme un grand jeu de stratégie où chaque joueur, patient, médecin, gouvernement, compagnie d'assurance, etc., doit prendre des décisions en essayant de deviner ce que les autres vont faire. Le but étant de comprendre comment ces décisions interagissent et affectent la santé de tous. Par exemple, les gens doivent décider s'ils se font vacciner ou non. Si beaucoup se vaccinent, la communauté est protégée par l'immunité collective. Mais certains pourraient penser, si tout le monde se fait vacciner, je n'ai pas besoin de le faire moi-même pour être protégé. La théorie des jeux peut montrer comment cette pensée peut mener à moins de gens se faisant vacciner, réduisant l'immunité collective. Cela aide à planifier des stratégies pour encourager plus de vaccination. Par exemple aussi, un gouvernement veut acheter un nouveau médicament pour ses citoyens, mais doit négocier le prix avec le fabricant, ce prix étant jugé trop élevé. La théorie des jeux peut montrer les stratégies optimales pour chaque partie prenante, le fabricant, le gouvernement, les assureurs, les patients, etc., en considérant les actions et réactions possibles des autres parties. Cela peut aider à trouver un équilibre où le médicament devient accessible tout en récompensant le fabricant et en encourageant l'innovation. Les modèles basés sur les agents en santé sont un peu comme un simulateur de vie très avancé où chaque agent, entre guillemets, représente un individu ou un groupe avec ses propres règles de comportement, ses propres caractéristiques qui peuvent changer avec les interactions. Imaginez un jeu vidéo où chaque personnage se déplace et interagit selon ses propres motivations, informations et états de santé. Les modèles basés sur les agents utilisent cette approche pour simuler, par exemple, comment les maladies se propagent, comment les gens réagissent aux politiques de santé publique, comme les campagnes de vaccination, les confinements, ou comment les décisions individuelles affectent l'ensemble du système de santé. Ils offrent une manière flexible et puissante d'explorer des scénarios complexes et de prévoir les conséquences de différentes décisions en santé publique. En simulant la vie réelle avec un niveau de détail élevé, ils permettent aux chercheurs et aux décideurs de tester des hypothèses et de mieux comprendre les dynamiques de santé au sein des populations. Essayons à présent d'examiner 6 catégories de modèles mathématiques applicables en santé, à savoir les modèles descriptifs, prédictifs, décisionnels, prescriptif, d'optimisation et normatif. Toutefois, il nous faut garder à l'esprit que cette manière de classer ces différents modèles est loin d'être figée et que les catégories proposées ne sont pas mutuellement exclusives. En d'autres termes, s'il est vrai qu'elles diffèrent les unes des autres par un ensemble de nuances, il n'en demeure pas moins que dans la pratique, elles peuvent se ressembler, voire se chevaucher. Cette classification offre cependant un cadre utile pour comprendre les différents usages et objectifs des modélisations mathématiques dans le domaine de la santé et surtout un cadre et des outils spécifiques pour aborder les problématiques de santé sous différents angles et avec différentes précisions. Du reste, compte tenu de l'évolution constante des techniques de modélisation, de l'irruption massive de l'intelligence artificielle générative dans le paysage scientifique mondial et de l'émergence perpétuelle de nouveaux défis dans le secteur de la santé, il est possible d'envisager d'autres catégories ou sous-catégories de modèles qui répondent à des besoins spécifiques ou qui exploitent des avancées technologiques particulières. Les modèles descriptifs, on va commencer par les modèles descriptifs, se concentrent sur la caractérisation des états actuels ou historiques au sein d'un système de santé sans chercher à prédire leur évolution future ou à recommander des actions spécifiques. Ils peuvent aider par exemple à décrire la répartition et la fréquence des conditions de santé, les tendances de morbidité et de mortalité, les profils de risque au sein de différentes populations et espaces géographiques. Ils peuvent aider aussi à identifier des patterns ou des tendances à travers les données récoltées, telles que les variations géographiques ou temporelles des maladies.
Ils peuvent soutenir les systèmes de surveillance en santé publique par la fourniture d'informations détaillées sur l'état actuel de la santé des populations, contribuant ainsi à l'identification des facteurs de risque, variables et déterminants sanitaires les plus significatifs. Ils peuvent également aider à comprendre et documenter les caractéristiques organisationnelles et fonctionnelles d'un système de santé ou d'un écosystème donné. Les modèles descriptifs utilisent des méthodes statistiques descriptives pour résumer les caractéristiques des données, telles que les moyennes, médianes, écart type, intervalles de confiance, etc., mais aussi pour illustrer les distributions et les tendances à travers la création de graphiques, de cartes et autres représentations visuelles. Il s'appuie sur les données collectées à travers des études observationnelles, des enquêtes de santé publique ou des systèmes de surveillance épidémiologique. On peut distinguer par exemple, les études transversales qui permettent d'observer l'état de santé d'une population à un instant donné, elles sont généralement utilisées pour évaluer la prévalence d'une maladie, c'est-à-dire la somme des nouveaux cas et des anciens cas. On peut distinguer les études longitudinales qui permettent de suivre la fréquence des phénomènes de santé au cours du temps. Les études d'incidence en sont un exemple et sont utilisées pour calculer la vitesse d'apparition de nouveaux cas d'une maladie ou d'une condition de santé en faisant le suivi d'une population sur une période de temps définie. On distingue aussi les études de type exposé et non exposé, qui visent à observer la survenue ou non d'un phénomène de santé en fonction d'un facteur d'exposition. Ce type d'étude est très important pour établir une relation entre une exposition et une maladie donnée. Elles sont généralement prospectives, longues et coûteuses. On distingue aussi les enquêtes cas témoins. Ce type d'étude est très important pour établir une relation entre une maladie donnée et un ou plusieurs facteurs d'exposition, plus rapides, moins coûteuses. Elles sont généralement réalisées de manière rétrospective en appariant à la population de malades une population témoin non malade ayant les mêmes caractéristiques générales que la population atteinte, exception faite bien sûr de la maladie étudiée. Il y a aussi les essais, qui sont des études expérimentales permettant de tester la validité d'une hypothèse précise, par exemple l'efficacité d'un traitement, d'un vaccin ou d'une intervention de santé publique. Les essais peuvent être randomisés en faisant en sorte de séparer aléatoirement l'échantillon de patients étudiés en deux groupes, un groupe qui recevra le traitement attesté et un groupe qui recevra un placebo à la place du traitement attesté. C'est-à-dire en gros un produit qui peut sembler authentique mais qui en réalité ne comporte aucun effet sur le plan thérapeutique. Ces essais peuvent par ailleurs être conduits en simple aveugle quand seuls les patients ignorent la nature du produit qu'on leur administre, traitement ou placebo, ou être conduits en double aveugle quand patient et investigateur ignorent tous les deux la nature du produit administré. On peut distinguer aussi les revues systématiques qui recensent, analysent, synthétisent de façon standardisée, objective, des données scientifiques probantes et pertinentes afin de répondre à une question précise et clairement formulée. Pour réduire le plus possible les biais, elles utilisent une méthode rigoureuse de recherche et de sélection d'informations bibliographiques. Les méta-analyses sont quant à elles des revues systématiques auxquelles s'ajoute une analyse statistique combinant les données de toutes les publications recensées. Elles aboutissent généralement à un résultat original comme révéler des tendances qui ne pouvaient pas être identifiées à partir de chaque article de recherche pris séparément. Toutefois, il faut comprendre que les modèles descriptifs sont limités par leur incapacité à fournir des prévisions sur l'évolution future des phénomènes de santé, à établir des causalités directes ou à émettre des recommandations d'action spécifiques. Ces modèles sont vulnérables à un ensemble de biais et de facteurs de confusion et la précision et la représentativité des analyses qu'ils fournissent sont directement liées à la qualité et à la complétude des données disponibles et des méthodes utilisées. Cela dit, ils peuvent servir de base pour le développement de modèles analytiques ou prédictifs en fournissant une compréhension initiale des données et des tendances.
J'ouvre maintenant une parenthèse pour vous parler de la médecine basée sur les preuves. C'est un concept introduit dans les années 1980 par l'École canadienne de santé publique. Ce principe révolutionnaire promeut l'intégration des meilleures données issues de la recherche scientifique dans les pratiques de santé pour rendre la médecine plus rationnelle et basée sur des faits vérifiables plutôt que sur des pratiques subjectives. Elle encourage donc l'utilisation de méthodologies de recherche solides pour fournir des preuves fiables qui peuvent guider les décisions médicales. Les sources de preuves médicales varient en qualité, en validité et en fiabilité. Elles sont généralement hiérarchisées, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, pour aider à distinguer les informations les plus rigoureuses des moins rigoureuses. Par exemple, les essais comparatifs randomisés en double aveugle et les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés sont associés généralement à un niveau de preuve établi, tandis que les études longitudinales et transversales sont généralement associées à un faible niveau de preuve scientifique. Et je ferme la parenthèse. Passons maintenant au modèle prédictif qui occupe une place vraiment centrale dans le domaine de la santé. Les modèles prédictifs utilisent des données à la fois historiques et actuelles pour anticiper des événements ou des états futurs. Ces modèles s'appuient généralement sur des algorithmes statistiques ou de machine learning pour analyser des ensembles de données complexes. Ils intègrent des variables multiples, y compris des indicateurs démographiques, biologiques, épidémiologiques, environnementaux, comportementaux, etc., pour établir des prédictions plus ou moins précises sur les phénomènes étudiés. Il vise à améliorer la visibilité, la prise de décision, la planification des ressources et des interventions, et bien sûr la prévention et le contrôle des maladies. Les modèles prédictifs peuvent, par exemple, aider à anticiper l'évolution dans le temps et dans l'espace d'une condition de santé, d'une configuration organisationnelle ou d'un modèle d'exploitation. Ils peuvent aider à estimer la progression d'une épidémie chez une population et dans un espace géographique donné, permettant ainsi d'optimiser les stratégies de prévention et de prise en charge. Ils peuvent aider à identifier les individus à haut risque de développer une maladie ou des complications d'une maladie, permettant ainsi de mettre en œuvre des interventions précoces et ciblées et des stratégies thérapeutiques adaptées. Ils peuvent aussi aider à prédire les besoins en ressources sanitaires comme les ressources humaines, les lits d'hôpitaux, les équipements, les vaccins, permettant ainsi un emploi rationnel des moyens logistiques, une allocation efficace des ressources existantes, une anticipation des risques managériaux et financiers et une facilitation des procédures d'approvisionnement. Les modèles prédictifs en santé s'appuient le plus souvent sur l'utilisation de régressions statistiques ou sur l'utilisation de techniques plus avancées de machine learning et d'intelligence artificielle pour traiter de vastes ensembles de données et identifier des patterns complexes. Bien entendu, le choix du modèle de machine learning doit être guidé par la nature spécifique du problème à résoudre, par les caractéristiques des données disponibles et par les objectifs de précision et d'interprétabilité. Par exemple, dans les situations où il est nécessaire de catégoriser les phénomènes étudiés dans des classes spécifiques, des modèles basés sur la régression logistique sont mieux adaptés en ce qui concerne les problèmes de classification binaire, tandis que les forêts aléatoires sont excellentes pour gérer les cas avec de nombreuses variables explicatives. Les machines à vecteurs de support sont quant à elles efficaces pour les espaces de caractéristiques de grande dimension ou quand la marge de séparation entre les classes est importante, alors que les réseaux de neurones et le deep learning conviennent mieux aux données complexes et de grande dimension comme les images médicales où la capacité de modélisation non linéaire peut capturer des configurations très subtiles. Maintenant, lorsqu'il s'agit de regrouper des patients ou des données de santé en clusters, on peut utiliser la classification par la méthode des nuées dynamiques pour regrouper les données en un nombre spécifié de clusters ou encore partitionner les données grâce aux techniques du regroupement hiérarchique pour visualiser et identifier des structures de clusters à différents niveaux de granularité. Si on a besoin d'une plus grande flexibilité dans la forme des clusters, les modèles de mélange gaussien offrent une approche probabiliste alternative pour compléter le jeu de données et déterminer la meilleure distribution possible.
De même, dans les situations où il est nécessaire de prédire des valeurs continues, la régression linéaire est un choix de départ pour établir une relation linéaire entre les variables indépendantes et la variable dépendante. La régression linéaire peut être ajustée par des techniques de régularisation comme les méthodes de pénalisation Ridge ou lasso pour limiter l'instabilité des prédictions liées à des variables explicatives trop corrélées entre elles ou trop nombreuses. Cela dit, ce sont surtout les techniques de réseau de neurones qui restent les plus puissants pour capturer des relations non linéaires complexes entre les caractéristiques et la variable cible. Pour rappel, la régression cherche à quantifier et modéliser la relation fonctionnelle entre une ou plusieurs variables indépendantes et une variable dépendante continue, tandis que la classification et le clustering se concentrent sur la séparation et le groupement des observations. La régression peut être utilisée pour prédire des valeurs quantitatives telles que la durée d'un séjour à l'hôpital, les niveaux de concentration d'un biomarqueur dans le sang ou l'âge d'apparition d'une maladie. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu là. Alors, il faut cependant retenir que la qualité des modèles prédictifs et la précision de leurs prédictions est directement liée à la qualité, à la représentativité, à la mise à jour et à la granularité des données disponibles. Par exemple, des données sur le nombre total de cas de grippe dans une région sur un mois donnent une granularité plus basse que des données journalières. Et donc, des données journalières sont mieux adaptées pour les modèles prédictifs. De plus, ces modèles peuvent devenir trop spécifiques aux jeux de données sur lesquels ils sont entraînés, réduisant leur applicabilité générale. C'est ce qu'on appelle le risque de surajustement ou surapprentissage. En d'autres termes, le modèle devient si spécialisé dans les données d'entraînement qu'il perd sa capacité de généralisation à d'autres données, alors que son but principal est de faire justement des prédictions précises sur des données qui n'ont pas été vues auparavant. A contrario, la complexité des déterminants de la santé et les interactions encore plus complexes entre eux peuvent rendre difficile d'établir une modélisation précise. Bien que principalement axés sur la prédiction, ces modèles peuvent s'appuyer sur des analyses descriptives pour sélectionner les variables pertinentes. Et puis, les prédictions générées peuvent également informer les modèles d'optimisation et les modèles prescriptifs pour le développement de stratégies et d'interventions ciblées, ce qui les rend très, très importants en matière de santé publique. Les modèles décisionnels. Les modèles décisionnels sont conçus pour améliorer la prise de décision en intégrant des données et des preuves scientifiques. Ils offrent un cadre rigoureux pour évaluer différentes options et stratégies en mettant en balance leurs bénéfices, risques, externalités négatives, coûts et autres facteurs pertinents, souvent en présence d'incertitudes. Ces modèles sont fondés sur l'analyse quantitative et qualitative de données issues de la recherche clinique, de l'épidémiologie et de la santé publique. Pour traiter et interpréter ces données dans le cadre de la prise de décision, les modèles décisionnels s'appuient sur plusieurs disciplines académiques, les théories de la décision, les mathématiques, l'économie de santé et d'autres disciplines pertinentes. Ils peuvent, par exemple, aider les professionnels de santé et les décideurs à choisir parmi plusieurs options de traitement ou d'action en fournissant une comparaison basée sur des preuves. Ils peuvent maximiser les bénéfices des interventions pour la santé tout en minimisant les risques et les coûts. Ils peuvent adapter les décisions médicales aux caractéristiques et aux préférences individuelles des patients et aux choix collectifs de la société. Il faut bien comprendre que ce champ de modélisation mathématique est l'un des plus prometteurs et l'un des plus complexes dans le domaine de la santé. C'est également un champ qui s'apprête parfaitement aux outils de machine learning et de deep learning et qui sera certainement transformé par les avancées actuelles de l'intelligence artificielle générative. En ce qui concerne les approches traditionnelles, elles sont multiples et dépendent en grande partie de l'objet de la modélisation, de la nature de la problématique et des disciplines connexes. En plus des approches paramétriques et non paramétriques évoquées dans les modèles descriptifs et prédictifs, les modèles décisionnels en santé peuvent également bénéficier de l'utilisation d'un certain nombre d'outils supplémentaires. Sans entrer dans les détails, je citerai en particulier
Les arbres de décision et les méthodes ensemblistes utilisées pour visualiser, analyser les décisions et leurs conséquences possibles en tenant compte des probabilités d'événements et des coûts ou bénéfices associés. Les forêts aléatoires font partie de ce groupe d'outils. Je citerai aussi les modèles de Markov qui reposent sur des processus stochastiques pour prédire l'évolution, par exemple d'une maladie à travers différents états de santé, en tenant compte des probabilités de transition entre ces états. Je citerai les modèles de simulation de Monte-Carlo qui utilisent des échantillonnages aléatoires répétés pour estimer la distribution des résultats possibles d'un processus complexe. Et je citerai aussi les modèles de réseau bayésien très utiles pour modéliser la causalité et l'incertitude dans les décisions médicales et de santé publique, par exemple dans le cadre d'un diagnostic assisté par ordinateur, d'une prise de décision en présence d'informations incomplètes ou d'une modélisation de la progression d'une maladie. Chaque méthode a ses avantages et ses limitations et le choix entre elles dépend des spécificités du problème de santé à résoudre, de la nature des données disponibles et de l'objectif de la modélisation. Les arbres de décision sont simples, intuitifs, tandis que les méthodes ensemblistes cherchent à améliorer cette précision en complexifiant le modèle. Les modèles de Markov sont particulièrement utiles pour la modélisation de processus évolutifs dans le temps, les simulations de Monte-Carlo, pour évaluer l'impact de l'incertitude et les réseaux bayésiens pour intégrer des connaissances et des données incertaines dans un cadre probabiliste. Les modèles de Markov de Monte-Carlo et les réseaux bayésiens offrent des approches sophistiquées pour modéliser explicitement l'incertitude et la variabilité. Enfin, tandis que les arbres de décision et les méthodes ensemblistes sont souvent alimentés par des données empiriques pour la classification ou la régression, les modèles de Markov et les réseaux bayésiens peuvent également intégrer des connaissances et des avis d'experts. À ces méthodes peuvent se rajouter des outils issus de l'économie de santé, comme les évaluations coût-bénéfice, qui aident les décideurs à prioriser les interventions de santé en identifiant celles qui offrent le meilleur retour sur investissement. Ces évaluations quantifient à la fois les coûts et les bénéfices en termes monétaires, y compris les bénéfices non liés directement à la santé, tels que les gains en productivité ou les économies sur d'autres dépenses de santé. Elles peuvent également utiliser des outils d'économie de santé comme les évaluations coût-efficacité, particulièrement utile pour comparer l'efficacité relative de différentes interventions en termes d'impact sur la santé. Ce type d'analyse mesure les résultats en unités de santé, tels que les années de vie ajustées en fonction de la qualité, les années de vie sauvées ou la réduction de cas de maladie. D'autres modèles, d'autres méthodes peuvent également être utilisées, comme la théorie des valeurs extrêmes, qui se concentre sur l'analyse et l'estimation de la probabilité de certains événements rares mais catastrophiques, tels que les pandémies ou les effets secondaires critiques d'un médicament. L'analyse de survie est également utilisée pour évaluer le temps jusqu'à l'occurrence d'un événement d'intérêt comme la mort, la rémission ou la récidive d'une maladie et pour gérer les données censurées, c'est-à-dire quand les participants à l'étude n'ont pas tous expérimenté l'événement avant la fin de l'étude. Les modélisations décisionnelles en santé, nous l'aurons compris, mettent à profit une très grande variété de modèles et de méthodes issus d'un ensemble de disciplines. Elles s'appuient le plus souvent sur des analyses prédictives pour évaluer les résultats futurs des différentes options et peuvent se superposer avec les modélisations prescriptives et d'optimisation que nous allons voir lorsque les décisions impliquent l'identification de la meilleure action possible ou l'allocation optimale des ressources. Elle nécessite surtout une intégration soignée des connaissances scientifiques, des considérations éthiques et des préférences individuelles et collectives pour améliorer les soins de santé et les résultats pour les patients et la communauté. Il faut cependant être conscient que ces modélisations restent assujetties à des contextes d'incertitude significative et que la complexité des modèles utilisés peut limiter leur compréhension et leur application par les décideurs non spécialisés. De plus, les analyses dépendent fortement de la disponibilité et de la qualité des données. Nous avons parlé des modèles d'optimisation. Ces modèles se focalisent sur la recherche de la meilleure solution ou configuration parmi un ensemble de possibilités.
santé en optimisant une ou plusieurs fonctions objectives. En cela, ils peuvent être considérés comme des modèles dérivés des modèles décisionnels. Ils formulent le problème de décision comme un modèle mathématique avec des objectifs clairs, des variables et des contraintes et utilisent des techniques mathématiques pour trouver la solution la plus efficace ou la plus rentable, souvent en termes de maximisation de l'efficacité ou de minimisation des coûts. Ces modèles peuvent être utilisés, par exemple, pour la planification des services de santé, comme l'optimisation des horaires des médecins ou la répartition des lits d'hôpital, ou pour l'amélioration des cycles de développement des médicaments. Les modèles prescriptifs, quant à eux, utilisent une approche intégrée qui combine l'analyse des données, la prédiction et l'optimisation pour recommander la meilleure action ou la meilleure stratégie possible pour atteindre un objectif spécifique, souvent dans le cadre d'un problème bien défini. Ils illustrent l'évolution vers des systèmes de santé basés sur des données probantes où les décisions sont guidées par une évaluation rigoureuse et complète des informations et des options disponibles en tenant compte des contraintes et des ressources mobilisables. Les modèles prescriptifs se fondent principalement sur des analyses quantitatives et sur des critères d'efficacité. Ils peuvent par exemple guider les politiques de santé publique ou la gestion hospitalière en recommandant des allocations de ressources ou des stratégies de prévention des maladies. Les modèles normatifs, quant à eux, sont un petit peu différents. Ils sont souvent utilisés pour évaluer ou justifier des décisions dans le contexte de dilemmes éthiques ou de choix politiques. Leur objectif est de guider la prise de décision en alignant les actions et les politiques avec par ce qui est considéré comme juste ou souhaitable selon des valeurs ou des principes prédéfinis, souvent en rapport avec des construits sociaux, religieux, moraux ou éthiques. Bien que les modèles normatifs puissent utiliser les méthodes des modèles décisionnels pour informer leurs recommandations, ils tendront à placer les considérations normatives au centre de la prise de décision. En résumé, ces 6 catégories de modèles offrent un éventail d'outils pour aborder la plupart des défis rencontrés dans le domaine de la santé. Bien que distinctes, elles sont complémentaires et peuvent être utilisées conjointement dans la recherche et la pratique sanitaire pour aborder des problèmes complexes. Chaque catégorie a ses forces, ses limites et ses domaines d'application. La compréhension de leurs nuances et de leurs interactions est essentielle pour optimiser la prise de décision et élaborer des politiques justes, équitables et acceptables. La mise en œuvre efficace de ces modèles doit être adaptée aux spécificités du problème de santé ou du phénomène étudié, aux données disponibles et aux objectifs de l'étude ou de l'intervention. Cependant, elle nécessitera souvent une approche interdisciplinaire combinant des compétences en santé publique, des compétences en mathématiques, en informatique, en plus de compétences dans un ensemble de disciplines humaines et sociales. Essayons maintenant de voir comment est-ce qu'il est possible de mettre en pratique tous les instruments, tous les fondements que nous venons de voir. Pour cela, nous allons reprendre les exemples de mise en situation que nous avons détaillés au début de cet exposé et essayer de répondre aux questions que nous avions posées. Dans le contexte de la peste noire, du premier scénario, plusieurs capacités de modélisation mathématique auraient pu être appliquées. Les modèles descriptifs auraient permis de caractériser la propagation de la maladie, d'identifier les régions les plus touchées, de comprendre les modèles de transmission. Des études transversales auraient pu être utilisées pour décrire la répartition et la fréquence des cas de peste noire. À un moment donné, des études de type exposé-non exposé auraient pu aider à comprendre l'impact de facteurs comme l'hygiène, la densité de la population ou le contact avec des rongeurs sur la probabilité de contracter la maladie. Les modèles prédictifs auraient permis de prédire la propagation future de la peste à Tanger et dans le reste du pays et identifier les populations à haut risque. L'utilisation de modèles compartimentaux comme le modèle SIR ou autres aurait permis de simuler la dynamique de transmission de la maladie et d'estimer l'impact de différentes interventions. Des techniques de machine learning auraient pu être déployées pour analyser des ensembles de données plus complexes et prédire les zones de propagation futures en fonction de variables environnementales et démographiques par exemple.
L'application de modèles décisionnels aurait été précieux pour évaluer les options d'intervention, pour contrôler l'épidémie, comme la mise en quarantaine, l'isolement des malades, la mise en œuvre de mesures pertinentes d'hygiène. Les arbres de décision et les modèles de Markov auraient pu être utilisés pour modéliser les conséquences à long terme de différentes stratégies de réponse et évaluer leur efficacité en termes de réduction de la transmission et de la mortalité. Les modèles d'optimisation auraient permis d'optimiser la distribution des ressources limitées, telles que les fournitures médicales et le personnel soignant. Des modèles d'optimisation linéaires ou même non linéaires auraient pu servir à allouer efficacement les ressources aux régions les plus touchées et à planifier les campagnes d'intervention pour maximiser l'impact sur la santé publique tout en minimisant les coûts. Les modèles prescriptifs auraient aidé à formuler des recommandations spécifiques pour la prévention et le contrôle de la peste basées sur l'analyse des données disponibles. L'application de techniques de machine learning et d'intelligence artificielle pour intégrer des données épidémiologiques, environnementales, socioculturelles aurait permis de développer des stratégies sur mesure pour les communautés à risque. Enfin, le recours à des modèles normatifs aurait permis d'établir des directives éthiques pour la prise de décision, particulièrement dans le contexte de mesures de santé publique sévères comme la quarantaine. La théorie des jeux aurait pu être utilisée pour explorer les dilemmes éthiques et sociaux associés aux différentes stratégies de réponse en prenant en compte les intérêts et les comportements des divers acteurs comme les gouvernements, les praticiens, les populations locales, les communautés religieuses et les groupes vulnérables. Dans le deuxième scénario, pour accélérer l'identification, le ciblage, la recherche et le développement de la streptomycine en 1943 ou avant, ainsi que sa mise sur le marché, plusieurs catégories de modélisation mathématique et leurs outils méthodologiques auraient pu être employés efficacement. Les modèles prédictifs, par exemple, auraient pu aider à identifier les structures chimiques susceptibles d'avoir une activité antibactérienne contre les agents pathogènes ciblés par la streptomycine, comme la tuberculose, le choléra et la peste. L'utilisation de techniques de machine learning avancées comme les réseaux de neurones aurait pu faciliter l'analyse de bases de données de composés chimiques et prédire leur efficacité potentielle en tant qu'antibiotiques. Les modèles d'optimisation auraient permis d'optimiser le processus de recherche et de développement pour réduire le temps, pour réduire les coûts nécessaires à la découverte de nouveaux antibiotiques. Des modèles d'optimisation linéaires ou non linéaires d'ailleurs, auraient permis de planifier et séquencer les expérimentations de manière à maximiser l'efficacité du processus de recherche en identifiant les conditions expérimentales les plus prometteuses pour des tests supplémentaires. Les modèles décisionnels auraient aidé à évaluer les options de traitement possibles et décider de la meilleure stratégie pour le développement clinique de la streptomycine. Les arbres de décision et les modèles de Markov auraient permis d'évaluer l'efficacité relative, les risques associés à différents régimes de traitement avec la streptomycine en tenant compte des probabilités de succès, des coûts de développement et des impacts potentiels sur la santé publique et ainsi de suite. D'ailleurs, sur cette diapositive, on peut apercevoir les champs d'application plus réels, plus évocateurs des outils que nous avons vus précédemment dans le processus de développement des médicaments, notamment pour identifier la cible thérapeutique, pour désigner et optimiser la structure des molécules, pour prédire les interactions molécule-molécule ou molécule-cible, etc. Bien entendu, ces outils d'aide à la décision contribuent également à empêcher l'explosion des coûts, à accélérer le processus du développement et à réduire le grand taux d'attrition des médicaments candidats présents à chaque étape du développement. Comme vous pouvez le voir, on peut utiliser des techniques supervisées ou des techniques non supervisées. On peut utiliser des méthodes de régression, des méthodes de classification ou des méthodes de clustering. Et vous voyez, les applications sont innombrables dans le champ de l'industrie pharmaceutique. En ce qui concerne le troisième scénario, celui de l'introduction de la pilule contraceptive en France en 1965, plusieurs catégories de modélisation mathématique auraient pu, là aussi, être appliquées de manière complémentaire pour assurer une approche holistique et informée et pour élaborer une politique sanitaire publique concertée et équilibrée. Cependant, je vais surtout me focaliser ici sur les modèles normatifs qui auraient permis d'assurer que la politique de contraception
française reflète les valeurs sociales, les valeurs éthiques, les valeurs culturelles, tout en promouvant les droits en matière de santé reproductive. Là aussi, les outils issus de la théorie des jeux auraient été utiles pour explorer et résoudre les conflits d'intérêts entre différents groupes, par exemple gouvernement, groupes religieux, partenaires au sein d'un couple, médecins, etc., concernant l'accès à la contraception. Nous arrivons presque à la fin de cet exposé et il est important de soulever que l'avènement de l'intelligence artificielle générative, de l'analyse prédictive avancée et d'autres technologies émergentes telles que la robotique, l'analyse génomique, la radiologie avancée, la télémédecine et les dispositifs portables est en train de révolutionner le domaine de la santé publique dans son ensemble. Ces avancées technologiques offrent des outils puissants pour combattre les maladies, personnaliser les soins et rendre les systèmes de santé plus réactifs et plus efficace. L'intelligence artificielle générative qui comprend des technologies capables de créer du contenu nouveau et original à partir de données existantes, se profile comme un outil puissant en santé publique. Elle peut par exemple générer des simulations réalistes de propagation de maladies basées sur des scénarios épidémiologiques complexes, offrant ainsi aux décideurs des visualisations précises des effets potentiels de différentes stratégies d'intervention. En outre, l'intelligence artificielle générative peut soutenir le développement de médicaments innovants par l'identification des molécules candidates les plus prometteuses, la simulation des interactions moléculaires, la prédiction de l'efficacité des composés et l'optimisation des formulations. Dans le cadre des essais cliniques, les technologies émergentes jouent un rôle clé dans la conception des études, l'analyse des résultats et la prédiction de l'efficacité et de l'innocuité des traitements. Ces modèles aident à minimiser les biais et à accélérer le processus d'approbation des nouveaux médicaments. L'analyse prédictive, qui utilise des données historiques et actuelles pour anticiper des événements ou comportements futurs, est également appelée à devenir un pilier de la santé publique. Grâce à l'exploitation des données massives, Big Data et à des modèles prédictifs sophistiqués, il est possible, par exemple, d'identifier les risques de survenue de maladies à une échelle individuelle ou populationnelle, de prévoir les épidémies et d'adapter les ressources sanitaires en conséquence. Cette approche permet une allocation plus efficiente des ressources et une réponse plus rapide et ciblée aux crises sanitaires. Dans le domaine de la robotique, les modélisations mathématiques permettent, par exemple, de développer des robots chirurgicaux de plus en plus précis et autonomes capables d'effectuer des opérations délicates avec une marge d'erreur réduite. Les algorithmes de contrôle et de planification de mouvement aident à guider les instruments robotiques en temps réel, améliorant ainsi les résultats chirurgicaux et réduisant les temps de récupération pour les patients. L'analyse génomique bénéficie elle aussi grandement de l'application des modèles mathématiques pour analyser et interpréter les séquences génétiques et identifier les variations associées à des maladies. Ces modèles facilitent l'identification de cibles thérapeutiques potentielles, notamment à la naissance ou même avant la naissance, et la personnalisation des traitements en se basant sur le profil génomique individuel des patients. En radiologie avancée, les techniques de traitement d'images basées sur des modèles mathématiques permettent une visualisation, une lecture et une interprétation de plus en plus précise et rapide des images médicales. L'intelligence artificielle et le deep learning sont notamment utilisés pour détecter les anomalies dans les images radiologiques, améliorant ainsi le diagnostic précoce des maladies comme le cancer. La télémédecine et l'assistance médicale à distance profitent aussi des modèles mathématiques pour optimiser et faciliter le suivi des patients chroniques, l'interprétation des examens médicaux et pour offrir des consultations virtuelles dans les meilleures conditions possibles, contribuant à une meilleure accessibilité des soins. De leur côté, les dispositifs portables ou wearables intègrent des modèles mathématiques pour analyser en temps réel les données physiologiques collectées comme la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux de glycémie ou la qualité du sommeil. Ces analyses permettent un suivi personnalisé à distance, virtuel, de la santé et du bien-être des individus et peuvent alerter les praticiens et les décideurs en cas d'anomalie détectée. Conclusion.
En conclusion, les modélisations mathématiques en santé s'appuient sur des principes et méthodologies variés permettant d'aborder avec sophistication, avec précision, les complexités inhérentes aux systèmes biologiques, épidémiologiques, économiques, environnementaux, socioculturels et comportementaux. Elle représente un domaine d'innovation dynamique et essentiel, capable d'aborder les enjeux sanitaires contemporains et futurs avec une précision et une efficacité sans précédent. Leur déploiement réussi nécessite une collaboration interdisciplinaire impliquant des mathématiciens, des professionnels de santé, des décideurs politiques et autres pour naviguer à travers les complexités techniques, éthiques et sociétales. Il nécessite également une réglementation adaptée pour garantir le respect des principes d'éthique médicale, la protection des données personnelles dans le traitement et l'analyse des informations de santé, la préservation des intérêts des différentes parties prenantes et surtout pour préparer les professionnels de la santé à intégrer ces technologies dans leurs pratiques et à informer le public sur leur utilisation et leurs bénéfices. À mesure que nous avançons, l'intégration réfléchie et responsable de ces outils dans les systèmes de santé publique peut potentiellement transformer notre approche de la santé et du bien-être à l'échelle mondiale, ouvrant la voie à une ère de progrès médical et sanitaire sans précédent. Et je terminerai sur cette note positive. Je vous remercie pour votre attention.